Bonjour Voilà. à toutes et à tous. Bonjour Amanda Simard. Bonjour Margot Déré. Bonjour également Christina Michaud. Bonjour. Bonjour Velma Falaeo. Oh. Et merci d'être là alors qu'il est très tôt chez vous en Nouvelle-Calédonie. Alors il est 18 h, nous allons pouvoir débuter ce débat. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Benjamin Boutin, je suis le collaborateur du député Jacques Krabal, secrétaire général parlementaire de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et également acteur associatif de cette francophonie qui nous rassemble. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir avec Fatima Lessi, qui est conseiller au réseau Jeunes parlementaires et femmes parlementaires de l'APF, sur un débat dont le thème est le sentiment d'appartenance à la francophonie et à la langue française par le biais de l'innovation et du numérique. Donc, nous sommes en plein dedans avec ce débat en ligne, qui est aussi une émanation de la collaboration entre l'APF et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui lance ce mois-ci, en fait depuis un mois déjà, avec ses partenaires, une grande consultation jeunesse, une consultation qui vise à recueillir les idées, les propositions des jeunes francophones partout à travers le monde et dont la synthèse sera présentée directement au chef d'État et de gouvernement au prochain sommet de la francophonie qui aura lieu donc en Tunisie en 2021. Je fais moi-même partie du comité d'orientation de cette grande consultation jeunesse mandatée par l'APF. Et je voulais vous dire un rapide mot sur cette assemblée parlementaire que certains d'entre vous connaissent, mais qui mérite d'être encore plus connue dans notre sphère francophone. Donc il faut savoir que l'APF a été créée 3 ans avant l'OIF. Donc on parle du cinquantenaire de la francophonie, mais on pourrait même dire un petit peu plus, puisque l'APF a été créée 3 ans avant l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ancêtre de l'OIF. Et aujourd'hui, l'APF est composée de 88 sections de parlements membres à travers le monde. C'est l'un des plus importants, j'allais dire, parlements interparlementaires mondiaux en langue française, avec aussi les valeurs qui sont attachées à la francophonie. Et l'APF mène un travail important en matière d'accompagnement des processus électoraux et du travail parlementaire en général pour la transparence de l'information, la promotion de la démocratie et des droits humains, l'égalité femmes-hommes, et on est d'ailleurs très heureux d'avoir beaucoup de parlementaires féminines présentes aujourd'hui. Un petit rappel peut-être pour que la conférence, que le débat se passe pour le mieux. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir mettre sur muet vos micros. Et si vous avez des questions, de les formuler dans la barre de questions qui est disponible sur cet outil numérique que nous utilisons. Alors, l'APF est bien sûr dotée d'un cadre stratégique qui est un document de référence que je vous invite à consulter et pour lequel le numérique est un axe transversal. Donc, cela rejoint le thème de notre débat. Le numérique peut être un outil pour promouvoir à la fois la langue française, la diversité culturelle et toutes les valeurs qui sont chères à la francophonie. Alors, cette activité est organisée en partenariat avec l'OIF, mais c'est le réseau des jeunes parlementaires de la francophonie qui est à la barre, à la manœuvre. Et j'aimerais céder la parole tout de suite à sa présidente, Madame Amanda Simard, et ensuite à chacune et chacun des parlementaires présents pour qu'ils se présentent en quelques secondes et qu'ils nous disent un petit peu son rapport à la francophonie dans son Parlement et dans son identité même de francophone. Donc, je cède la parole d'abord à Amanda Simard. Merci. Alors, on pourrait en parler pour 1 heure chacun, je pense. Merci beaucoup à tous et toutes de participer aujourd'hui avec nous. C'était vraiment important pour nous, le réseau des jeunes parlementaires, de rassembler les gens malgré la crise mondiale de la COVID.
Alors, merci à tous. Moi, pour me présenter, je suis présidente du réseau des jeunes parlementaires, mais je suis avant tout députée provinciale à la législature de l'Ontario au Canada. Alors, je suis à Toronto présentement parce que la législature siège. Moi, je pensais à ce thème-ci parce que la francophonie, c'est très important pour nous au Canada dans un contexte minoritaire où est-ce que c'est une lutte à tous les jours d'être francophone et de vraiment décider à chaque matin de garder notre identité parce que c'est très facile pour nous de juste changer à l'anglais et continuer en anglais parce que, comme on dit souvent, le français, ça s'apprend, l'anglais, ça s'attrape. Et c'est encore plus important dans le contexte actuel, moderne, avec le numérique, puisqu'on voit l'émergence de YouTube, Facebook, Twitter, et souvent on va changer à l'anglais parce que c'est plus facile. Alors oui, c'est important d'utiliser le numérique à notre avantage pour la langue française, mais il faut être conscient des dangers pour l'assimilation et ça, et les conséquences. Alors, je pense que c'est important d'utiliser cet outil-là pour promouvoir la langue, pour s'afficher fièrement dans notre si belle langue et de créer chez les jeunes un sentiment d'appartenance et de fierté pour eux. Et en tant que parlementaires, on est tous des exemples pour nos jeunes et c'est nous qui détient le pouvoir de faire continuer la langue française. Alors, c'est pour ça que je voulais rassembler les gens et qu'on ait une bonne discussion parce que chacun d'entre vous avait des défis et des idées pour dans vos pays respectifs. Alors, merci d'être avec nous. J'ai bien hâte d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Amanda Simard. Je passe maintenant la parole à Velma Falaeo. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. C'est vraiment une joie pour moi de participer à cette vidéoconférence. Je suis Velma Falaeo. Donc, nous, ici en Nouvelle-Calédonie, on est conseiller de la Nouvelle-Calédonie. C'est notre statut. Moi, je suis une Calédonienne d'origine wallisienne et frontalière. Et pour vous resituer un peu, vous savez, la Nouvelle-Calédonie, c'est une collectivité française qui se situe dans la région Pacifique, cette région qui est majoritairement anglophone. Et ici, en Nouvelle-Calédonie, le français est vraiment la langue commune à l'ensemble des communautés. Parce que nous avons effectivement des langues vernaculaires avec, par exemple, 32 dialectes kanaks qui cohabitent à côté des autres langues, par exemple comme la mienne, le wallisien, le foutounien. Mais le français est vraiment le socle commun de l'ensemble des populations qui nous permet justement d'échanger, de vivre ensemble. Et pour ceux qui ont connu un peu l'histoire institutionnelle du pays, on a vécu des événements, mais c'est vraiment le français, à mon sens, qui nous a permis d'avancer ensemble dans la paix. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment, et encore une fois, merci pour cet échange. Justement, l'innovation numérique nous permet, bien que nous soyons à des pays différents, d'échanger ensemble. Et moi, tout comme mes collègues, c'est vrai que la situation de la Nouvelle-Calédonie est particulière puisque nous avons un référendum d'autodétermination qui aura lieu entre le mois de septembre et octobre. Mais à mon sens, quels que soient les résultats, parce que la question c'est est-ce que la Nouvelle-Calédonie devienne souveraine, c'est-à-dire voilà, c'est soit elle reste française ou elle devient indépendante. Mais à mon sens, quels que soient les résultats de ce scrutin d'autodétermination, la langue française va rester de toute manière le socle commun de tous ces enfants qui sont nés en Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, merci pour ces échanges. Merci beaucoup et merci à nouveau d'être présente malgré l'heure très matinale. Je passe la parole maintenant à Margot Deré. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, très bien. Oui, très bien. Je suis Margot Deré, je suis députée élue à Bruxelles, donc en Belgique, et j'ai la chance de siéger dans le Parlement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme on appelle cela, et donc qui réunit les deux régions francophones du pays. Alors, pour vous contextualiser aussi un petit peu la situation ici en Belgique, donc nous, on a 3 langues officielles. On a d'abord le français, qui est parlé donc, dans une région qui s'appelle la Wallonie et en partie à Bruxelles. On a le néerlandais, qui est parlé dans l'autre région. Et on a aussi un petit canton qui parle allemand. On appelle ça la communauté germanophone. Donc, vous voyez qu'il y a 2 grandes communautés linguistiques et une un peu plus petite qui, cette plus petite, entretient beaucoup de liens avec l'Allemagne notamment. Mais on a également quelques tensions dans le pays entre le nord et le sud, les personnes, donc les néerlandophones et les francophones, qui sont en fait plutôt des problèmes politiques qui nous occupent fort aujourd'hui, puisque je ne sais pas si vous savez, mais en Belgique, on a des difficultés à former un gouvernement, par exemple, à mettre tout le monde autour de la table, notamment parce que deux petits partis plutôt nationalistes demandent à ce qu'il y ait davantage de séparation entre les compétences afin justement de ne plus avoir cette espèce d'union nationale et d'avoir davantage des francophones d'un côté et les néerlandophones de l'autre. Vous aurez compris que nous, on est plutôt favorable justement à cette union nationale, au fait d'avoir plusieurs langues parlées dans le pays et en fait en être plutôt fiers. Donc au total, en Belgique, il y a 8 millions de locuteurs français, ce qui est quand même assez énorme. Pour vous dire quelques mots de la situation à Bruxelles, parce qu'elle est assez originale de par la position de la ville dans l'échiquier international, c'est que nous ici, on a une plus grande utilisation de l'anglais en fait de plus en plus, parce que comme on est justement au cœur de l'Europe et qu'on accueille toutes les institutions européennes, on a énormément de communautés internationales qui sont de plus en plus présentes, notamment dans certaines communes, donc dans certaines circonscriptions géographiques qui comptent par exemple 40% de résidents non belges. Et donc progressivement, l'anglais prend de plus en plus sa place. Et alors, une autre donnée importante, c'est que Bruxelles est une ville extrêmement cosmopolite. Et donc, il y a eu plusieurs histoires de l'immigration, notamment italienne, marocaine et autres, qui font aussi que voilà, on a des dizaines de nationalités différentes dans notre ville, ce qui crée aussi une utilisation du français qui est des fois un peu reléguée au second plan dans certains contextes. Voilà pour le petit état des lieux général. J'ai quelques détails après, mais je le livrerai plus tard dans le débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet état des lieux. Je passe maintenant la parole à Christina Michaud. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je m'appelle Christina Michaud, je suis députée du Bloc québécois à la Chambre des communes au Parlement canadien. J'ai 27 ans, c'est mon premier mandat et je suis très contente d'être ici avec vous. La langue française est tellement importante pour nous, particulièrement les députés du Québec, particulièrement les députés du Bloc québécois, parce que, bon, on siège dans un Parlement où il y a 2 langues officielles, l'anglais et le français. Et comme le disait Mme Simard tout à l'heure, c'est tellement facile de se laisser aller et de continuer une conversation qui se passe entièrement en anglais. Mais on s'est donné le mandat, les députés de mon parti, de toujours s'exprimer en français parce qu'on trouve ça tellement important. Et si on ne le fait pas, eh bien, on le perd. Et c'est un peu ce qui se passe dans la société actuellement. Alors, et puis au Parlement canadien, on a la chance d'avoir un système de traduction simultanée qui est incroyable, qui marche tellement bien. Alors, il y a les gens qui sont là, qui traduisent à la mesure. Alors, nos collègues parlementaires anglophones peuvent très bien nous comprendre. Et donc, il n'y a aucune mauvaise raison de ne pas s'exprimer en français en tout temps. Alors, c'est important pour nous de le faire. Puis, bien, je suis contente qu'on puisse échanger justement sur le biais de l'innovation et du numérique parce que particulièrement pour les jeunes, ça peut être très facile là, de partager du contenu sur Internet en anglais. On trouve ça plutôt cool d'utiliser des slangs, d'utiliser des expressions anglophones, tout ça. Et c'est tous ces petits gestes-là qui font en sorte qu'au final, on perd un peu notre langue française. C'est d'accepter de parler plus anglais à la maison, par exemple, d'accepter de se faire répondre dans un commerce en anglais alors qu'on peut très bien parler en français.
quand on est au Québec particulièrement, parce que je ne l'ai pas dit, mais le Québec est la seule province du Canada qui est francophone. Donc, bien entendu qu'il y a des minorités, des communautés francophones dans les autres provinces, dans la plupart, mais bon, on est la seule où c'est entièrement ou presque français, majoritairement. Alors, c'est important pour nous de le transmettre quand on siège au Parlement canadien. Alors, là-dessus, ben, on aura la chance d'échanger sur d'autres sujets tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à notre dernier parlementaire en ligne avec nous, Patrick Muyaya. Patrick, activez votre micro, s'il vous plaît. Parfait. Voilà. Je vous salue, c'est Patrick Muyaya de la République démocratique du Congo, qui est le plus grand pays francophone en termes de population. Nous sommes à 80 millions d'habitants. Nous avons été colonisés par la Belgique et dans quelques jours, nous allons célébrer le 60e anniversaire de notre indépendance. Et ici, tout le monde parle français. Tout le monde veut parler français. Et moi, je suis donc élu depuis 2011. J'étais le plus jeune parlementaire et avec d'autres amis, nous avons fait partie du programme Jeunes Pousses. C'est le programme Jeunes Pousses qui a abouti à la création du réseau de jeunes parlementaires aujourd'hui et nous avons le privilège d'être dirigé par Amanda Simard. J'ai été réélu aux dernières élections en 2018. Je ne suis plus le plus jeune, mais je reste quand même parmi les jeunes. Et ici, en République démocratique du Congo, nous avons créé au sein de notre chambre une structure qu'on appelle Réseau des jeunes parlementaires, puisque l'objectif, c'est d'abord de nous connaître, de nous réunir. Le pays est grand, c'est 2 345 000 km², et ce n'est pas toujours évident dans une assemblée où il y a 500 membres de connaître tout le monde. Mais la première préoccupation était celle-là, et je crois que la langue française est un des points fédérateurs autour de nous, parce que nous organisons régulièrement de rencontres et d'échanges, et dans ces cadres, avec des écoles, avec des associations et des réseaux de jeunes, nous travaillons très étroitement. Et donc, voilà ce que je pouvais dire en liminaire. Plus tard, je pourrais peut-être expliquer que je suis porteur d'une loi sur les startups, parce que vous savez que les jeunes, ils sont dans ces domaines-là. Bon, startup, c'est un peu en anglais. L'influence mondiale tend vers l'anglais, mais nous sommes ceux qui se battent pour nous assurer que la langue française restera toujours dans le quotidien des Congolais. Voilà, en liminaire. Merci beaucoup pour ces propos éclairants de toutes et tous. Vous avez bien montré à quel point la langue française était notre trait d'union entre ici, la France, on est au siège de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris, entre l'Ontario, la République démocratique du Congo, la Nouvelle-Calédonie, la section Belgique de la communauté française Wallonie-Bruxelles et le Canada. Donc, vous avez très bien décrit comment la langue française imprégnait vos identités personnelles et nationales. Je vous en remercie. Et l'autre volet de la consultation jeunesse actuellement en cours, c'est agir ensemble dans l'espace francophone. Donc, c'est évidemment le sentiment d'appartenance, vous avez commencé à nous en parler, mais c'est aussi agir ensemble dans l'espace francophone. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment le numérique et l'innovation peuvent-ils nous y aider à travailler ensemble, à créer des actions communes, à créer des actions qui ont du sens? Et comment est-ce que vous appréhendez cette action commune dans votre action, notamment de parlementaire et dans votre action citoyenne en général? Qui veut prendre la parole? Amanda? Oui, certainement, je peux commencer. Moi, je vois ça comme une opportunité, le numérique, certainement de se joindre à nos alliés qui sont partout à travers la planète. Donc, par exemple, ici en Ontario, nous sommes minoritaires. Nous avons de très bons alliés comme francophones au Québec et nous dépendons de leur appui souvent. Nous sommes une communauté forte, mais pour promouvoir, pour nous aider, pour avoir un poids politique, on a toujours besoin de l'appui de nos voisins. Mais avec l'ère numérique, on peut avoir encore plus de poids, non seulement, mais d'échanges et d'alliés à travers le monde. Et il y a un sens d'identité, un sentiment d'appartenance plus élevé chez les jeunes si on voit que partout à travers le monde,
il y en a d'autres qui parlent français, comme on voit au Congo en ce moment. C'est 50 ans passés, c'était inimaginable d'avoir cette conversation ensemble. Et je pense que ça nous rend plus forts, ça nous unit et ça nous permet d'échanger plus facilement. Mais l'autre chose, c'est que tout comme certains contenus deviennent viral, le nôtre aussi, comme francophone, si on a du contenu en ligne, si on a des rencontres en ligne en français, on peut vraiment avoir une présence accrue. C'est pas si coincé que ça. L'Internet, le numérique, c'est vraiment un grand espace. Alors, je vois ça comme une opportunité pour nous de prendre notre place. En francophonie ontarienne, on le dit souvent, notre place, il faut prendre notre place. Au sein du Canada aussi, au Québec, il faut prendre notre place. Mais en tant que francophone, il faut prendre notre place au niveau mondial et on peut faire ça avec le numérique. Alors, c'est vraiment une belle opportunité, mais il faut savoir comment l'utiliser et c'est pour ça que les parlementaires doivent travailler ensemble pour échanger les idées et pour suggérer des stratégies. Est-ce que vous voyez les choses de la même façon, Margot? Mais peut-être pour être en complément de ce qui vient d'être dit, c'est que en Belgique, on travaille beaucoup justement sur comment est-ce qu'on peut valoriser toutes les productions liées à la langue française ici déjà dans notre pays, puisque comme je vous le disais, on a le fait qu'il y a plusieurs communautés linguistiques qui coexistent. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille notamment ici au Parlement à essayer de valoriser dans les champs qui sont dans les compétences de ce Parlement-ci, à savoir les médias, à savoir la culture, à savoir aussi tout ce qui est lié à l'enseignement et à l'éducation. Et donc, le numérique est vu comme un outil de promotion en fait et de mise en commun et de partage de savoir et d'exemples aussi. Donc on a évidemment beaucoup d'artistes notamment que l'on suit ici en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a des chanteurs qui sont connus à l'international dans la francophonie. Je pense à Jacques Brel, Stromae, Angèle et d'autres. On a aussi un cinéma belge qu'on essaye de fortement soutenir. On a quelques cinéastes qui se sont exportés à l'international. On a aussi des écrivains, on a aussi la célèbre BD belge. Et donc, on essaye petit à petit de mettre en place des outils qui peuvent permettre à cette culture de voyager justement à travers les frontières pour obtenir sa propre reconnaissance internationale. Alors, par exemple, pendant la crise du coronavirus, il y a eu des plateformes de visionnage de films en ligne, un peu des Netflix-like qui ont vu le jour. Il y a par exemple la plateforme .be qui a vu le jour et qui permet comme ça aux personnes qui étaient pour le coup confinées chez elles de se poser la question de la consommation culturelle qu'elles ont et de pouvoir se dire en fait je souhaite privilégier des productions qui sont francophones et qui sont issues d'artistes ici de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a aussi beaucoup de projets éducatifs qui voient le jour, qui sont pour le moment surtout connus à l'intérieur du pays, mais donc par exemple des plateformes comme eClass qui permettent aux enseignants de pouvoir trouver et enrichir leur matériel pédagogique via des productions qui sont faites ailleurs dans le pays. Et donc, voilà, ça n'a pas encore fortement été au-delà des frontières, mais en tout cas, je rejoins sur ce qui a été dit précédemment sur le fait que la francophonie peut avoir un poids parce qu'en fait, elle comporte plein de talents à tous les niveaux, que ce soit notamment au niveau culturel dont j'ai parlé, mais aussi dans les médias et autres. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir valoriser. J'avais envie de vous partager une expérience, je voulais en parler plus tard, mais je trouve que ça se met bien ici. Pendant la crise du Covid, il y a eu l'OIF qui a lancé un Slack collaboratif justement entre toutes les personnes investies autour de la solidarité dans les différents pays. Et moi, je l'ai rejoint complètement par hasard parce qu'une amie qui est journaliste y avait pris part et m'avait proposé de rejoindre. Et là, j'ai vu sous mes yeux ce que c'était en fait la solidarité francophone à échelle internationale, où, si vous voulez, pendant toute la crise, les gens partageaient, par exemple, des idées, mais aussi des actualités de leur pays sur plein de thématiques différentes. On a parlé de sujets comme justement le numérique, la protection des données, les applications de tracking, donc des trucs très pointus, mais aussi d'éducation, mais aussi de culture. Et je trouve que c'est ce type d'initiative que doivent
permettre la technologie aujourd'hui par rapport à la francophonie. Et c'est justement via tous ces outils qu'on pourra concurrencer aussi toutes les productions plutôt anglo-saxonnes de plateformes et autres qui voient le jour tous les jours et qui sont, il faut le dire, je pense, celles qui pèsent le plus et qui sont le plus utilisées. Donc voilà, c'est des choses qui, moi, me parlent fort parce qu'en plus, ça fait écho à des idéaux de solidarité, de mise en commun d'expériences dans différents pays, donc aussi d'ouverture de l'esprit aux autres communautés. Et donc, je trouve ça plutôt intéressant. Et justement, à propos de ces plateformes, j'aurais envie d'interroger Patrick Muyaya. On sait que la RDC fourmille d'œuvres et d'artistes qui sont très talentueux, l'Afrique francophone en général. Comment valoriser davantage ces contenus, ces œuvres africaines francophones sur les plateformes? Quelle stratégie faut-il préconiser selon vous? Est-ce qu'il faut utiliser les plateformes anglo-saxonnes qui existent en s'emparant d'elles, ou est-ce qu'il faudrait créer des plateformes francophones, un peu comme un Netflix francophone et autres? Quelle est selon vous la bonne stratégie à adopter pour valoriser ces artistes francophones? Je crois il y a cette nécessité-là d'avoir une forme d'originalité. C'est vrai que les secteurs culturels, cinématographiques, musical, artistique est dominé par l'anglais, mais ceci ne nous empêche pas de voir comment on peut créer des outils ou des solutions qui permettent à nos artistes d'émerger. Par exemple, en RDC, il y a un programme de streaming, de musique en streaming qu'on appelle Basic Music, qui a participé, je crois, à plusieurs rencontres internationales, notamment, je crois qu'il y a un salon de start-up à Paris, des choses comme ça, qui est une plateforme qui opère en français et qui promeut les artistes, qui permet aux gens dans les quatre coins du monde d'avoir accès à de la musique congolaise. C'est pas seulement celui-là, mais il y a ici des centres culturels à gauche, à droite que nous soutenons où, par exemple, nous faisons la promotion du théâtre. Moi qui vous parle, je suis régulièrement sponsor d'un jeu télévisé venu du Canada, je pense, ou de France, qu'on appelle Génie en herbe. Mais tout ça, ce sont des activités culturelles que nous créons, des concours de dictée autour des écoles, autour des jeunes, autour des artistes. Partout, les jeunes sont, nous leur apportons la langue française parce que c'est la langue qui leur permet d'avoir accès au monde. Avec le Covid-19 ou la Covid-19, j'ai toujours un problème avec le lait ou le la, mais avec, c'est offert une opportunité où nous avons très souvent maintenant recouru au numérique. Les numériques s'est popularisé et progressivement, nous avons utilisé ces créneaux pour tenir de conférences et pour s'exprimer. Je crois que le français, finalement, pour nous, c'est la langue initiatique, c'est la langue qui nous conduit à tout. Velma, vous avez parlé tout à l'heure du français comme langue vectrice de paix entre les différentes communautés. Mais comment est-ce que vous voyez la question de l'innovation en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il y a un rapport entre l'innovation, les traditions? Et aussi dans cette zone, est-ce qu'il existe une fracture numérique qui empêcherait certains néo-calédoniens d'avoir accès à cette culture, à ce sentiment d'appartenance francophone? Merci Benjamin, tout à fait. J'allais justement prendre l'exemple de ce qui s'est passé pendant la crise pour évoquer en fait avec vous une stratégie numérique qui avait été mise en place par le CREPAC, donc c'est le Centre de rencontres et d'échanges internationaux du Pacifique, qui a justement travaillé sur une stratégie numérique pour pallier le manque d'activité dû à la crise. Donc, cette stratégie, elle s'est mise en place sur 3 niveaux. Tout d'abord, c'était sous l'impulsion de l'OIF, justement, que le CREPAC a fait l'acquisition de tableaux numériques. Donc ça, c'était avant la crise, tableaux numériques ou TBI, qui ont permis justement aux enseignants de bâtir leurs cours sur des exercices interactifs avec l'ensemble de leurs élèves pour permettre un côté assez ludique. Avec le début de la crise sanitaire, le CREPAC a élaboré des activités avec des supports pédagogiques numériques en français et langue étrangère qui ont permis d'être diffusés en fait auprès des alliances françaises et des professeurs de français de la région. Et ce que le CREPAC a fait, c'est qu'il a choisi d'élaborer ses ressources à partir de thématiques qui sont étudiées dans la région. Donc là, la thématique qui avait été soulevée, c'était celle du changement climatique.
Dès la semaine prochaine, donc ça c'est inédit parce que le CREPAC va lancer un séjour d'immersion linguistique à distance pour 8 étudiants d'université technologique de Sydney sur un cycle de formation en français et en langue étrangère sur 3 semaines thématiques. Donc la première semaine va concerner en fait l'environnement calédonien, la deuxième semaine l'histoire de la Calédonie et la troisième semaine la culture kanak. Donc c'est vrai que, et vous l'avez bien fait de le souligner, Benjamin, puisque j'ai été rapporteur justement sur le questionnaire l'enseignement en temps de crise, où on a bien vu qu'ici en Nouvelle-Calédonie, la fracture numérique est assez importante entre les populations, puisque nous avons une population qui est concentrée dans le sud, la Nouméa qui est la capitale. Nous avons aussi des populations qui sont concentrées en fait dans les zones plus rurales. Et c'est vrai qu'on voit bien, on a constaté que les populations n'avaient pas forcément accès à Internet ou qu'il y avait aussi des difficultés de connexion. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a eu toute cette solidarité qui s'est mise en place, en fait, que ce soit au niveau des collectivités, du personnel enseignant, des associations, des bénévoles. Tout le monde s'est organisé à ce moment-là pour pouvoir justement pallier et qu'il y ait quand même une égalité des chances entre toutes et tous pour pouvoir accéder à l'enseignement. Alors j'ai envie de dire que là, pour l'utilisation du numérique, c'est la même chose. Nous qui sommes en Nouvelle-Calédonie, dans la région Pacifique, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous sommes à peu près 1 million de locuteurs francophones, ce qui représente moins de 1% de la population de la région. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose à mettre en place. Notamment, mes collègues ont évoqué les réseaux sociaux ou une nouvelle plateforme qui mettent en valeur en fait toute la culture française et comment dire, nos artistes français. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut travailler ensemble et qu'il faut promouvoir, et surtout en faveur de la jeunesse. Et justement, quand vous parlez de solidarité, ça me fait penser aux propos introductifs d'Amanda Simard qui disait que le numérique pouvait être une opportunité pour la francophonie. Christina, est-ce que vous pensez que la crise qu'on vient de vivre, qu'on continue à vivre à certains égards, est une opportunité pour développer cette francophonie numérique? On sait par exemple qu'au Canada, beaucoup d'universités vont développer leur offre de cours en ligne. Est-ce que vous pensez justement que ces cours en ligne ouverts et massifs, donc les CLOM, comme on dit en francophonie, on dit MOOC en anglais, sont un bon moyen de partager la connaissance et de contribuer à la francophonie et à notre sentiment d'appartenance? Merci pour la question. Certainement, je pense que c'est une bonne façon justement de partager et je rejoins ce qui a été dit par tous mes collègues depuis le début. Ce débat en Zoom est le meilleur exemple de partage, de comment on peut prendre avantage du numérique à l'ère des réseaux sociaux, justement, comment on peut partager. Et là, j'entends, vous disiez, la francophonie est notre trait d'union, donc c'est ce qui nous rassemble ici, mais j'entends plein de choses aussi sur, par exemple, le 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le référendum qui s'en vient bientôt en Nouvelle-Calédonie. Alors, on se rejoint sur d'autres sujets aussi, et ça, c'est particulièrement intéressant. Donc, en tant que parlementaire, l'utilisation qu'on peut faire des réseaux sociaux est absolument primordiale. Puis, vous parliez aussi de différentes plateformes. Je pense que c'est notre rôle de député ou de représentants d'une certaine population de promouvoir notre région ou notre contenu culturel québécois. Et je pense que c'est québécois ou d'où on vient. Et je pense que c'est ce que la crise a mis de l'avant aussi. On a voulu parler et là je m'éloigne un peu, mais d'achat local et de tout ça, de remettre en valeur ce qui nous tient à cœur, ce qui vient de chez nous. Et moi, je pense au contenu québécois, justement. Bon, il y a une nouvelle plateforme, Cube Musique, qui a été mise en ligne. C'est une espèce de Spotify québécois qui permet de mettre de l'avant du contenu musical de partout dans le monde, mais bien sûr
contenu musical francophone. Je pense aussi à la plateforme Tout.tv qui offre un éventail là, de programmation auquel TV5 participe également. Donc, c'est de cette façon-là que je pense qu'on peut partager rapidement. Et comme Mme Simard le disait, on n'aurait pas pu faire ça là, il y a quelques années. Et bon, donc c'est une belle opportunité. Il faut en prendre avantage pour justement mettre la francophonie de l'avant. Et quel est le rôle des parlementaires justement dans le fait de mettre de l'avant ces contenus? Est-ce que justement les populations savent suffisamment que cette offre existe? Vous avez parlé de Tout TV. Autre chose, je me permets de dire, Christina, qu'aujourd'hui, donc, on célèbre la fête nationale du Québec. Hier, c'était celle du Luxembourg et que tous ces gouvernements ont mis en place des fêtes numériques ou virtuelles, si l'on peut dire. Donc ça, c'est aussi un moyen d'être visible dans l'espace numérique. Il faut aussi être conscient des atouts de la langue française, qui est la 4e langue sur l'Internet en termes de contenu. Donc, on ne part pas de zéro. Mais à votre avis, qu'est-ce que les parlements dans l'espace francophone pourraient faire? Et vous-même, en tant que parlementaire, est-ce que vous sentez une responsabilité pour contribuer à cette visibilité des contenus francophones? Donc, dans la mesure où ces contenus, toutes ces œuvres favorisent le sentiment d'appartenance, on y revient. Oui, exactement. Vous le soulignez, c'est la fête nationale du Québec aujourd'hui. Alors, ça veut dire congé pour certains, mais ça veut dire beaucoup d'autres choses pour d'autres, notamment à quel point on est fiers de notre nation, de notre patrie, de notre diversité et de notre langue, bien entendu. Et vous le disiez aussi, il y a eu un nombre de spectacles virtuels. Alors, on assiste à plein de nouvelles opportunités, des choses qu'on ne voyait pas avant à cause de la COVID. Bien entendu, c'est pas une situation idéale, mais ça aura permis de mettre plusieurs choses de l'avant, justement, de prendre avantage du numérique. Alors, je pense qu'en tant que parlementaire, c'est notre devoir de promouvoir tout ça, de le mettre de l'avant. Et là, sur mes réseaux sociaux aujourd'hui, bien entendu, c'est la fête nationale chez nous. Alors, je vois plein de gens qui font des vidéos, qui partagent du contenu francophone, qui disent à quel point ils sont fiers, d'où ils viennent. Alors, je pense que c'est notre devoir de promouvoir ça, de le partager. Bien entendu, chez nous, mais au-delà de ça, alors partout dans le monde et d'aller rejoindre nos collègues francophones ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Amanda Simard qui aimerait ajouter un mot. Oui, merci. Alors, très bonne question. Il y avait toute une bonne chaîne, donc je ne voulais pas intervenir, mais je ne veux pas oublier. Je veux juste dire une chose pour les plateformes. C'est très important. Oui, on a des nouvelles plateformes, mais d'utiliser de plus qu'on peut les plateformes qui sont déjà établies, puisqu'elles ont une infrastructure solide. Et les gens sont déjà là. Ils vont déjà sur ces plateformes-là. Alors, d'avoir une présence, c'est vraiment important. Alors, je pense que c'est bon d'avoir un hybride, de faire les deux. Je veux juste mentionner ça. Et aussi pour l'éducation en ligne, comme vous avez mentionné, on va commencer à voir de plus en plus de cours en ligne, qui est bien pour les étudiants plus âgés, pour les jeunes plus âgés, mais il faut vraiment avoir que ça vienne avec un avertissement pour les plus jeunes, puisque, par exemple, nous, en Ontario, on avait considéré, le gouvernement avait proposé d'avoir des cours obligatoires en ligne pour les jeunes. Et c'est tout simplement vraiment dangereux pour les jeunes francophones, puisque c'est important d'avoir un environnement social francophone pour les jeunes à se développer dans les récréations, d'avoir un espace physique où est-ce qu'ils peuvent tisser des liens d'amitié avec d'autres jeunes francophones et de parler en dehors de la matière en jeu, de la matière qui est présentée. Alors, nous, c'est pour ça, les francophones en Ontario, mais certainement moi, comme parlementaire, j'ai exprimé beaucoup d'inquiétudes face à les cours en ligne pour les plus jeunes, puisque c'est en plein développement. Alors, je pense que c'est notre rôle en tant que parlementaire de voir ces choses-là et de dire « wow, il y a des conséquences à ça et il faut vraiment consulter les enseignants, les experts dans le domaine. » Mais pour les étudiants plus âgés, c'est certain que c'est fantastique, mais de faire attention à ça.
surtout pour ceux en minorité. Et on reviendra sur ces aspects de prudence et d'encadrement politique parlementaire qui sont absolument indispensables. Mais j'aimerais céder la parole à Patrick Mouyaya parce que la langue française, c'est notre premier outil de communication finalement. C'est grâce à ça qu'on peut interagir avec 315 millions de personnes à travers le monde. Mais le numérique aussi finalement est un moyen de communication. Alors comment vous mariez les deux? Et est-ce que vous voulez ajouter un mot par rapport à ce qui a été dit? Ouais, je crois qu'à la différence des autres parlementaires, vous savez chez nous, en République démocratique du Congo, nous vivons encore ce qu'on appelle la fracture numérique parce que l'Internet, nous l'avons, mais les taux de pénétration n'est pas aussi fort que ça n'est ailleurs. Nous sommes aux environs de 17 à 20%, ce qui fait que, en tant que parlementaires, nous avons une obligation de préparer l'écosystème parce que les numériques doivent évoluer dans un certain environnement où je suis en train actuellement de faire le plaidoyer pour que nous puissions promulguer la nouvelle loi sur les télécoms. Je vous ai dit précédemment que je préparais une loi sur les startups pour que tout au moins au plan légal, nous ayons tous les textes qu'il faut. L'autre dimension, c'est de voir avec les ressources disponibles de la République comment créer un écosystème et comment favoriser l'accès à des outils ou à des supports numériques pour permettre notamment aux étudiants et aux élèves d'aller à l'école. Et la crise que nous vivons actuellement, c'est une crise qui a remis la question sur la table des autorités politiques, au-delà du contexte qui est difficile, mais je crois que nous allons prioriser les secteurs de l'éducation parce que si les étudiants doivent retourner dans les universités, il y a effectivement de risques de contagion, mais il faut qu'on voie comment on arrive à numériser les cours et à nous assurer que tous les étudiants de la RDC, il y en a plus d'1 million, peuvent étudier en ligne. Pour les écoles consulaires, l'école française, l'école belge, c'est des choses qui sont facilitées, mais pour la majeure partie des élèves en RDC, le 3 mois de confinement, c'est des 3 mois qui ont plombé les cours. Et donc, le numérique, aujourd'hui, pour nous, les autorités politiques, c'est un allié principal et nous, les parlementaires, principalement parce que nous faisons de lois, parce que nous adoptons des budgets, nous avons donc la responsabilité de nous assurer que tout est fait de sorte qu'au sortir de cette crise, que nous soyons en mesure de faire tout ça. Et les bonheurs, et je terminerai par là, c'est qu'en RDC, tout s'est fait en français. Merci. Et nous arrivons au dernier tiers de ce débat en ligne. Donc, je rappelle à nos participants qu'ils peuvent inscrire leurs questions dans la barre dédiée. Nous avons déjà Amidou Sakalafia qui nous fait remarquer que les meilleures applications sont souvent conçues en anglais. Et justement, ça me fait penser que l'innovation, elle est souvent associée à la Silicon Valley, aux startups, comme on dit, donc ces jeunes pousses entrepreneuriales qui prennent souvent des noms anglo-saxons ou qui offrent des services dans cette langue. Alors, comment faire en sorte que les références culturelles diverses de la francophonie, parce qu'on voit bien toute cette diversité qui nous rassemble dans vos pays respectifs, comment faire en sorte donc que la francophonie, la langue française, soit associée à la modernité, à l'innovation? C'est quand même un sacré défi quand on sait justement l'emprise de ces nouvelles technologies, souvent qui véhiculent la langue anglaise et donc le monolinguisme, non pas donc dans un combat contre une langue, mais qui favorise donc une seule langue au détriment du plurilinguisme. Comment est-ce que vous abordez cette question? Est-ce que vous pensez que c'est un combat qui est perdu et qu'on peut, ou alors qu'on peut toujours associer la langue française, la francophonie à la modernité, à l'innovation? Amanda? Oui, je veux juste dire brièvement, parce qu'on a un bon exemple ici au Canada. Une des options, comme réponse à votre question, c'est la pression politique, puisque, par exemple, Netflix, qui est conçu en anglais, le gouvernement canadien, il y a déjà quelques années, a négocié et a demandé qu'il y ait un certain pourcentage de contenu en français. Alors, ça, c'est venu d'une pression politique qu'on a forcé Netflix d'avoir un certain pourcentage et ça, c'était très important. Alors, je pense que c'est un modèle à reproduire ailleurs et c'est à nous de mettre cette pression-là dans nos négociations avec certaines plateformes. C'est certain que c'est pas
tous les gens, tous les gouvernements qui ont des contrats, des accords avec ces applications-là, mais ça, c'est un exemple chez nous, au Canada, où est-ce que la pression politique et les parlementaires ont concrètement agi pour avoir du contenu en français et une présence francophone dans une application très populaire anglophone. Ben, merci beaucoup, Amanda, et ça me fait penser aussi qu'en Europe, donc je vais bientôt céder la parole à Margot, il y a aussi l'Union européenne qui a imposé une enquête sur Apple sur la base de critères davantage liés à la concurrence, mais c'est aussi cette pression politique qui permet justement d'imposer à ces firmes nos choix de société. Donc, comment est-ce que vous voyez ça, Margot, en Belgique également? Est-ce que le pouvoir politique, et notamment le Parlement, a des outils pour faire face à ces mastodontes numériques? Mais d'abord, nous, ce qu'on a fait au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est qu'on a voté une résolution en janvier 2018, justement à l'aube des discussions notamment sur le Brexit, qui a influencé très très fort ici l'actualité belge, pour justement promouvoir l'usage du français aussi dans les institutions européennes et revaloriser le multilinguisme dans tout ce contexte Brexit dont je parlais. Et donc ça, c'est déjà une chose qui a été faite de notre côté. Et je pense qu'en fait, on a la possibilité et l'opportunité, parce qu'on est aux manettes de toute une série de compétences aussi liées à l'économie, à l'entrepreneuriat et autres, et à la formation qui est très importante, d'encourager des talents francophones notamment à s'emparer des questions technologiques. Alors, il y a quelque chose de très compliqué avec l'informatique, c'est que l'informatique est profondément anglais. Le code informatique à l'origine d'une application, il est en anglais de base. Ce qui ne doit pas être en fait une contrainte pour que l'un
Est-ce qu'ils doivent être fiers de leurs identités multiples, parce qu'on sait qu'on est tous riches de nos identités multiples en francophonie. Donc, je ne veux pas vous influencer, mais quel message voulez-vous transmettre ce soir à la jeunesse francophone? C'est moi. Vous avez pris les mots de ma bouche parce que j'allais justement dire aux jeunes d'être fiers de notre identité, de leur identité, parce que être francophone, c'est vraiment d'avoir résisté, d'être fort et de vraiment, c'est une force pour nous, notre francophonie. C'est non seulement notre identité, mais ça l'ouvre tellement d'occasions, d'opportunités. Et pour nous, on doit continuer. Et c'est très difficile, on le sait, le français, c'est beaucoup plus difficile que l'anglais. Alors, pour nous, de voir d'autres francophones, de choisir de continuer en français, ça démontre un caractère fort et je pense qu'on doit être fiers de ça et on doit continuer à lutter pour notre langue et de toujours se tenir debout. Toujours. Ça ne sera pas facile, mais c'est important de le faire. Merci Patrick. Muyaya, est-ce que vous voulez adresser un message à la jeunesse francophone qui nous écoute? Le message aux jeunes de la francophonie, il est tout simple. Il faut être optimiste parce que pour moi, le français reste la langue la plus belle parce que autant l'anglais est facile à écrire, autant ils disent bon appétit, autant ils disent rendez-vous, autant ils empruntent nos formules qui c'est le nôtre. Nous qui avons le privilège de parler cette langue, nous devons la protéger et la promouvoir. Et pour ce qui nous concerne, nous, les jeunes parlementaires, particulièrement dans les réseaux, nous devons imaginer quels sont les moyens que nous pouvons mettre en place pour attirer plus de jeunes à la francophonie. Je crois qu'au niveau de l'APF ou des structures de la francophonie elle-même, il faut chercher des budgets, créer des incubateurs, suivre les jeunes dans leurs activités, dans la culture, dans le sport. Je crois que ce sont des canaux qui peuvent nous permettre d'être sûrs que notre langue reste la langue la plus parlée dans nos communautés, pas en anglais, mais reste la langue aussi que nous allons promouvoir, même quand nous irons dans les conférences où on comprend l'anglais. Mais moi, je veux le traducteur, je veux que le français me poursuive partout. Merci. Velma Falaio, au cœur de la nuit, est-ce que vous avez une parole lumineuse à nous transmettre? Je suis sûr que oui. Oui. Merci. Moi, j'aimerais simplement dire, comme l'a évoqué mes collègues, c'est à nous, en tant que parlementaires, de continuer à promouvoir la langue française. Et moi, je suis extrêmement fière, en tant que calédonienne et française en Outre-mer, de promouvoir et d'encourager les jeunes parce que la culture française est vraiment un héritage. C'est vrai que même ici, on le remarque, hein, les jeunes sont souvent attirés par les études dans les pays anglophones. Je pense que c'est parce que l'usage du français a cette rigueur. Amanda évoquait les conjugaisons, l'orthographe, c'est vrai, mais c'est vraiment une richesse. Et moi, j'aimerais juste dire aux jeunes, soyez fiers de qui vous êtes et continuez à promouvoir parce que voilà, partout où nous irons, nous aurons des frères et sœurs francophones avec qui nous serons heureux d'échanger. Merci. Merci beaucoup, Margot Deré. Quel message souhaitez-vous faire passer pour finir? Mais je rejoins mes collègues sur le côté d'être fier et d'encourager ce sentiment et aussi de pouvoir le revendiquer, en fait, de ne pas être gêné d'assumer son identité francophone, mais aussi toutes les autres et de pouvoir finalement avoir des jeunes qui sont en paix avec tout ça. Et je crois que c'est vraiment la question des modèles qui permettra de sortir de là. Et quand je vois, en tout cas d'un point de vue politique, le fait qu'on a ici par exemple un panel avec beaucoup de mandataires, de parlementaires francophones qui ont des convictions, qui sont animés par celles-ci, ça va inspirer d'autres générations. Et je pense que ça vaut pour tous les domaines. Ça vaut pour la culture, ça vaut aussi pour l'entrepreneuriat, ça vaut pour la politique. Et ça, c'est quelque chose qui me semble fondamental, avec vraiment cette curiosité que je trouve toujours assez présente chez beaucoup de nouvelles générations. Comme je le disais, de vouloir faire des choses qui ont du sens, qui me semble être un socle assez commun aux générations qui nous suivent, en fait, on peut le dire comme ça.
et aussi de faire des choses et d'être curieux du monde entier, etc. Et ça, je crois que là aussi, on a un rôle à jouer, d'ouvrir ces curiosités, de parler justement quand on a des moments comme celui-ci, de toutes les initiatives que l'on rencontre. On a les réseaux sociaux, on est présent dessus, on peut valoriser aussi ce qui se fait à l'international, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui permettra sans doute de les rendre fiers encore plus que ce qu'on voudrait. Voilà. Merci beaucoup. Et Christina, le mot de la fin pour vous? Le mot de la fin, vous m'entendez? Oui. Alors oui, je pense que le mot-clé est vraiment la fierté. J'ai envie de dire aux jeunes d'être fiers de leur langue. C'est probablement ce qu'on a de plus précieux, le français. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et comme le disait Madame Simard, il faut pas... C'est tellement facile d'essayer de s'adapter à la langue anglaise, à un plus grand public ou quoi que ce soit, mais il faut laisser les autres s'adapter à nous et à notre langue. Et c'est comme ça qu'on la perdra pas. Et on est la génération du numérique. Et bon, les générations qui vont suivre baigneront encore plus dans le numérique que nous. Alors, il faut vraiment leur transmettre ce sentiment d'appartenance à notre langue française, leur montrer qu'il faut la promouvoir, la mettre en valeur en tout temps. Donc, c'est tous ces petits gestes-là qui font la différence au final. Et vous disiez comment moderniser cette langue qui, dans un contexte actuel, eh bien, c'est pas impossible. Oui, c'est un grand défi, mais c'est pas impossible. Et c'est en faisant tous ces petits gestes-là qu'on va la garder, notre belle langue, qu'on est donc fiers de parler aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire aux jeunes d'être optimistes et d'être fiers. Bonne fête nationale du Québec à tout le monde. Merci d'avoir été là. Je suis très contente d'avoir échangé avec vous. C'est mon rayon de soleil de la journée, comme le disait Mme Simard également. Merci pour tous ces très beaux messages. Je pense que le mot fierté ressort de cette dernière salve. Vous avez également parlé de transmission, d'originalité, être fier de notre originalité et la promouvoir, lui donner de la visibilité sur tous ces réseaux. Je pense que c'est un bon moyen donc de faire du numérique l'allié de la langue française et de la francophonie en général. Alors, pour terminer, je voudrais remercier la direction éducation et jeunesse de l'OIF, mais aussi le secrétariat général à la fois administratif et politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, notamment Jessica Malamba, Fatmir qui est à mes côtés, Jacques Krabal, Emmanuel Maury. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir participé à ce débat. Rendez-vous sur le site et les plateformes de l'APF et de vos parlements respectifs pour continuer à suivre l'action parlementaire et citoyenne qui est si importante dans les temps actuels. Et donc, je ne peux que vous dire vive la francophonie parlementaire, citoyenne et engagée, et vous dire à très bientôt pour un prochain débat de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Merci. Bonne fête nationale au Québec. Voilà, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.